Un cerf, un ours, des loups, une autruche, des dromadaires. Jean de Berry collectionne les animaux qui lui sont souvent remis en cadeau. De château en château, il emporte avec lui une véritable ménagerie. Car Jean de Berry passe beaucoup de temps sur les routes, et avec lui tous les serviteurs qui constituent son hôtel, près de 250 personnes aux fonctions variées. Certains titres, comme celui de chambellan, reviennent à de nobles seigneurs. On trouve aussi des valets de chambre, des panetiers, des échansons pour servir le vin, des écuyers tranchants pour découper la viande, des fourriers pour mettre en place le mobilier et les tapisseries, des veneurs pour la chasse, des musiciens. Cette suite accompagne le duc dans son apanage, un ensemble de terres concédées par le roi pour qu'il puisse tenir son rang de prince. Jean a été fait comte de Poitou en 1356. En 1359, il obtient le Mâconnais et en 1360 devient duc de Berry et d'Auvergne. Avec les terres que lui ont apportées ses deux mariages et les seigneuries qu'il a acquises, il se trouve à la tête d'un domaine de 45 000 km², soit près d'un huitième du royaume. À plusieurs reprises, le roi lui confie le rôle de lieutenant général dans d'autres provinces, comme le Languedoc, où il est doté de pouvoirs étendus. Pour participer aux séances du Conseil du roi, Jean de Berry effectue de fréquents séjours à Paris. Dans la capitale, il utilise plusieurs résidences, avec une préférence pour l'hôtel de Nesle, qui se trouve sur la rive gauche de la Seine. Pour marquer symboliquement son pouvoir et profiter de gîtes confortables quand il voyage sur ses terres, il déploie une intense activité de bâtisseur. Il édifie ou réaménage des châteaux forts, comme Nonette en Auvergne ou Mehun-sur-Yèvre en Berry. Surtout, il fait bénéficier ses trois capitales de travaux ambitieux. À Bourges et à Riom, un palais et une Sainte-Chapelle sont construits. À Poitiers, il agrandit le palais existant en centre-ville, élève la tour Maubergeon et crée une demeure de plaisance en bord de rivière. Partout où va le duc, ses nombreux serviteurs permettent à une vie de cour brillante de s'épanouir. Des quantités énormes de gibier, de lapins, de pâtés, de fromages et de poissons sont servis sur les tables du duc. Entre les plats, des acteurs divertissent les convives en jouant des scènes de l'Antiquité ou des croisades, sur le modèle des fêtes données pour la réception de l'empereur par Charles V en 1378. Signe de distinction, les invités portent des vêtements d'une sophistication extrême. Les femmes sont vêtues de cottes lacées dans le dos à manches longues et traînantes. Les hommes attachent leurs pourpoints ajustés et courts à leurs chausses, sorte de collants qui moulent la partie inférieure du corps. La mode est aux poulaines, chaussures à la pointe exagérément prolongée et à la houppelande, manteau ample au col montant, doublé de tissu ou de fourrure. Dans le choix des couleurs, le bleu reste présent, mais le noir est en vogue et les nuances de rouge et de vert sont de plus en plus appréciées. Les hommes portent un chapeau de fourrure ou de drap ou un chaperon qui enveloppe davantage la tête. Les femmes partagent leurs cheveux en deux masses dressées de chaque côté de la tête et revêtues d'un voile formant une sorte d'auvent. Bagues, ceintures et diadèmes complètent les parures. Ces bijoux servent à arborer des emblèmes ou des devises, une façon tout à la fois de se singulariser et de marquer son appartenance à un clan. Si Jean de Berry parvient à mettre en place une administration efficace, il échoue à fonder une dynastie. Les deux fils qu'il a eus de Jeanne d'Armagnac décèdent avant lui. Il a conclu de belles alliances pour ses deux filles, mais elles ne peuvent lui succéder. C'est pourquoi, à peine veuf, Jean de Berry se marie une seconde fois avec Jeanne de Boulogne en 1389. Cette union mal assortie défraie la chronique. La mariée a 12 ans et le duc presque 50. Le couple n'a pas de descendance. Après la mort du duc, le Berry, l'Auvergne et le Poitou passent dans l'héritage de son petit-neveu, futur Charles VII. Ce dernier y trouve refuge, ainsi que les moyens et les hommes nécessaires à la reconquête.